chaîne Afrique et son partenaire Mine Ennemi. Merci pour votre temps. Ce n'est pas évident de si bon matin de se retrouver ici avec les aléas des secteurs privés. Donc nous vous remercions tous en vos rangs et qualité. Et nous n'allons pas tarder à commencer cette grande conférence sur le secteur pétro-gazier en Mauritanie. Comme vous le savez, la Mauritanie est siège d'importantes découvertes ces dernières années. Je pense que depuis 2015, il y a une accélération. Donc c'est un secteur stratégique qui est appelé à participer à la transformation économique, non seulement du pays, de la Mauritanie, mais de toute la sous-région ouest africaine, voire même au-delà de toute l'Europe. Vous le voyez bien avec les convulsions géopolitiques, le gaz est devenu pas une arme de pression, mais une solution pour la transition énergétique. Le pétrole reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un paramètre important dans la géopolitique, dans les relations internationales. Donc, nous avons le plaisir d'organiser cette première conférence, donc ce premier cycle d'une longue série avec la participation effective de son Excellence Abdessalam Mohamed Salah, qui est le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Donc, nous le remercions pour cette présence et sous vos applaudissements. Donc, sans plus tarder, je vais appeler le modérateur de la conférence, Assena Wouldoubeiri, qui va venir inviter ses panélistes à le rejoindre. Salam alaikum. Merci, M. Adamant, pour cet honneur que vous m'accordez aujourd'hui. Je remercie toute l'assistance et sans plus tarder, je vais, si vous me le permettez, nos invités panélistes ici présents parlent essentiellement anglais. Et je vais switcher un tout petit peu vers l'anglais, mais nous, de toute façon, il y a la traduction simultanée, et de toute façon, la conférence sera dans les deux rangs, mais principalement sera en anglais, et étant donné aussi qu'elle est suivie à l'international par beaucoup de monde. Donc, sans plus tarder, I'm honored to invite Madame Alison Redford to join me at the stage. And I'm also honored to invite Mr. Mike Scott Brown to join us. The same honors for inviting the Iron Speaker to join us here, and also so honored, and so honored to invite the unique representative of our private sector at this conference, Mr. Mohammed Al-Raya. Please join us. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'avoir la mission d'inviter son Excellence, Monsieur le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, de nous rejoindre ici. Et sous vos applaudissements, bien entendu. Bienvenue, Monsieur le ministre.
la bienvenue à la présidente de la région de Nouakchott. Elle vient d'arriver. Dans la Une fois encore, nous remercions Son Excellence Monsieur le ministre du secteur du pétrole et de l'énergie de la Mauritanie de nous avoir honoré par sa présence aujourd'hui. Nous allons commencer par lui donner la parole, pour nous donner un aperçu du potentiel pétrolier et gazier. His Excellency, Minister Abdel Salam, will give us an overview on oil and gas potential and perspective. Thank you, His Excellency. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. I am puzzled which language we should use for this interview. So I will have to English and English. Nous allons peut-être alterner en anglais pour comprendre que les panélistes sont tous des anglophones. Je voudrais remercier par l'occasion que vous nous donnez de parler du secteur du pétrole et du gaz en Mauritanie et de la bienvenue à la région. Je suis la bienvenue à la présidente du conseil régional qui est venue aujourd'hui, de l'écossais, de l'ambassade saoudienne également, et également du secteur bénéficiaire. Merci beaucoup et à mes collègues. La Mauritanie est un pays qui, nous l'espérons, entrera bientôt dans le groupe des pays producteurs et exportateurs de gaz. Mais nous commençons pratiquement de zéro, en tout cas dans ce domaine. Nous avons une expérience dans le domaine de la production du pétrole, mais une expérience aussi quand même qui a été limitée. Malgré tout, il a permis de former un certain nombre de cadres dont certains sont probablement le plus qui pour l'essentiel animent le ministère, mais l'expérience restait limitée parce que nous n'avons pas eu la chance, comme d'autres pays, de produire en large quantité, de porter en large quantité, c'est qu'en général aide à mettre sur pied des sociétés, un système institutionnel normal. Notre pays a qu'il va falloir développer rapidement et les challenges sont importants. Et je voudrais dire tout de suite que nous avons pris une perspective plus large. C'est la grande question. Tout indique qu'il a toutes les attributs pour cela. Parce que pour la première fois, d'un point de vue technologique, en tout cas scientifique, on a trouvé une source d'énergie qui est une source d'énergie systémique, exactement comme le sont les industries fossiles. C'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à tous les potentiels déjà, au transport, à l'industrie, à tous les usages. Et puis on prend tout ce qui est le grand défi auquel le monde fait face. Alors le monde fait face à deux grands défis énormes. Un, c'est le défi planétaire du changement climatique. Le chômage de moitié. Et la raison, c'est parce que ces industries sont extrêmement intensives sur les circulaires. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement
that's the proof that oil companies are interested in starting also their own energy transition as the world transition. Qui est, à mon avis, la thématique transversale, qui est le cadre légal et réglementaire de plus approprié pouvant nous permettre, en tant que pays émergent dans le secteur oil and gas, transition énergétique, de pouvoir savoir qu'est-ce que nous avons déjà entraîné, sans bien entendu faire une analyse exhaustive, mais discuter un peu des grandes orientations pour accompagner les futurs grands investissements avec nos partenaires futurs, Inch'Allah. I will start to asking Madam Alison Redford, which is a legal international expert. Alison has been advising governments all around the world, and she's right now advising the Guyana government. And I wanted to ask you, typically, when talking about regulatory and legal institutions framework, what can you say to Mauritania about the future development of oil? Dans mes 3 jours, j'ai visité avec beaucoup de personnes dans le secteur et aussi dans le gouvernement et le ministère qui comprennent l'importance de la vision de long terme pour la transition et pour le succès du pays et pour les citoyens et citoyennes. Thank you very much for allowing us to be here. We have had the opportunity to meet with many people that certainly share your important vision of what a long-term plan for energy transition looks like in Mauritania. I think that sometimes when we begin to talk about transition, the most boring part to talk about is the legal reform and the regulation. But as avant la réforme de la juridique ou libérative ou le règlement, je pense que maintenant ici, l'opportunité est pour le gouvernement et aussi le secteur privé à discuter l'objectif et aussi le processus de la réforme de la carte régulatoire et aussi le droit. Pour moi, j'ai travaillé beaucoup de juridictions, mais j'ai expérience au Canada et en Alberta, nous avons une histoire de 100 ans dans l'industrie pétrolière et nous avons une grande partnership entre les deux. Et je pense que le meilleur système, la meilleure opportunité est pour le ministère et le gouvernement et aussi l'industrie à participer, à joindre dans le développement de la régulation et les politiques. Je pense qu'après nous avons fait le travail pour l'étude de la Banque mondiale, nous pouvons recommander avec beaucoup d'informations et consultation en le pays de Mauritanie et sur les personnes, les objectifs pour le droit. Mais je pense que le plus important point, 2 points, est la coopération entre le gouvernement et l'industrie et aussi les citoyens. Parce qu'il y a beaucoup d'importants pour les citoyens à comprendre le challenge et aussi l'opportunité dans le secteur. Et le deuxième, which you have mentioned, Minister, is the creation of institutions and governing the structures so that everyone who is working in the sector understands the goals and is working to the same goals and the same standards. So I'm looking forward to working with our local team and people in your ministry to develop that approach. Merci. La seconde thématique évoquée après le cadre légal réglementaire, et c'est sous mon angle de vue de ma propre compréhension,
Après un cadre légal et réglementaire, je crois que l'autre grand changement, c'est le changement environnemental et social, en termes d'impact, etc., de tous ces projets oil and gas particulièrement, et particulièrement quand il s'agit de l'offshore. I think the two main challenging topics are the regulatory legal framework and the environmental and social aspect, impact, etc. And in this regard, Mr. Scott Brown, who has more than 30 years experience in the oil and environmental and social impact development all around the world. And he's one of the really key specialists in cumulative impact on environmental social. Thank you, Mr. Miles, for your insights on these matters. Thank you, Hassana, and thank you, Minister, for your opening remarks. I really agree with you that Mauritania as a country has a very unique opportunity to develop an oil and gas resource in the time of an energy transition. The industry itself, obviously, it has a great interest in operating cleanly and has done so in many countries. And most companies have regulations that exceed any type of regulations elsewhere in the world. So I think we have to look for these opportunities for cooperation and developing these institutional frameworks. I very much liked your analogy, Minister, of building the stairs, that you're going up the stairs step by step. And I was here 10 years ago. We did the strategic environmental assessment of Mauritania on Chinguetti. At that time, I think Mauritania was on the ground floor. 10 years later, I think you're on the second floor, if not already on the way to the third floor. So I think I see a lot of opportunity ahead. I very much like the vision, the combined vision of developing the gas resource. At the same time, as you mentioned, you have two companies developing green hydrogen. There are likely going to be more. If you build it, many more companies will come. And I think it's a very bright future for Mauritania. Thank you. Okay. Nous allons donner la parole à Madame Alexandra Gazendam depuis Düsseldorf. I think. Good morning, Alexandra. Alexandra Gazendam from Düsseldorf. If it's okay technically. Welcome, Alexandra. Do you hear me? Nous espérons que nos amis techniciens de technologie. It's okay. Okay. Le temps que Alexandra nous rejoigne, nous avons deux autres sous-thématiques pertinentes après avoir évoqué un peu le cadre légal réglementaire et les aspects des enjeux environnementaux sociaux. Nous allons passer la parole à l'autre grand associé du gouvernement qui est le secteur privé, représenté ici par M. Mohamed Abdellahian, PDG fondateur de Morilo et l'un des grands acteurs du secteur oil and gas en Mauritanie, pour nous donner une idée des enjeux, des obstacles et des perspectives sous la vision du secteur privé. Nous venons d'entendre son Excellence, Monsieur le Ministre, évoquer, en plus de la vision très ambitieuse du développement de l'industrie oil and gas et de l'industrie verte. Et son Excellence, Monsieur le Ministre, a très bien évoqué que cet aspect ne concerne pas seulement le gouvernement, ce ne sera fait que dans un partenariat public-privé. Nous
nous allons inviter M. Bebeya à translate very quickly as well. We have with us here a representative of the private sector, and as Mr. say, to go further, government and public and the private sector should go hand in hand. Thank you, Mr. Bebeya. Merci, Président. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je pense que le secteur privé regarde de très très près la vision, la planification et surtout l'image de l'escalier que le ministre a donné. Je trouve que le secteur privé, depuis que justement cette planification, cette construction de la vision autour du secteur énergie se retrouve à chaque fois sur le même palier que le gouvernement. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, quand on regarde l'accompagnement du secteur privé offre pour les entreprises internationales qui sont présentes en Italie depuis 2000, depuis l'arrivée de Versailles, c'est un secteur privé extrêmement dynamique. Et la preuve en est qu'il s'est passé beaucoup d'explorations depuis 2000 et des grands groupes internationaux qui généralement accompagnent les sociétés, les opérateurs d'énergie, qui sont Peterson, ASCO, Metzer, n'ont jamais été ici parce que le secteur privé mauritanien a été extrêmement dynamique à jouer ça. Dans beaucoup de pays, et qui sont très très anciens dans le secteur de l'énergie, l'activité de la logistique est toujours gérée par ce groupe qui, lui, est le groupe qui accompagne ces opérateurs. Il les amène avec eux, même en Égypte ou même en Azerbaïdjan, qui est le pays plus vieux dans l'exploration pétrolière. C'est toujours les mêmes compagnies. Peterson, ASCO, Metzer et les autres. En Mauritanie, aujourd'hui, les services sont offerts par un secteur privé mauritanien extrêmement capable de répondre aux attentes extrêmement exigeantes de ces opérateurs. La preuve en est qu'au port, on voit l'activité, l'engouement pour l'investissement de tous les grands groupes mauritaniens. On compte aujourd'hui dans les environs du port des chantiers de supply base, de services pour le waste management, de services pour la réparation. Et je vois aussi beaucoup de jeunes qui ont un background d'anciens employés des secteurs, des sociétés internationales qui aujourd'hui ont créé même leurs entreprises et qui sont extrêmement performants. Donc je pense que le secteur privé, s'il n'est pas un peu au-dessus du palier du gouvernement, il accompagne de très près et de marque de très près. Mais Monsieur le ministre a donné une vision extrêmement ambitieuse, qui à mon avis est réalisable. Il faut l'ambition. La chance, on l'a, parce qu'on a la stabilité, on a le dynamisme, on a un secteur privé qui, par ailleurs, dans d'autres secteurs, a prouvé sa capacité, et son dynamisme, et les réussites de partenariat dans des secteurs comme la pêche, comme l'industrie, comme le commerce, comme le système financier. Donc, je peux rassurer le gouvernement, rassurer les opérateurs, que le secteur privé mauritanien est présent et extrêmement mobilisé. Alors les enjeux, parce qu'on en a parlé des enjeux, je vais un peu anticiper, et les challenges, c'est la formation essentielle. Les infrastructures, le ministre en a parlé, c'est extrêmement important. Mais la formation, et la formation par la pratique, par l'empirisme, par la formation par la théorie. Et nous, en neurologue, nous avons mis en place un système d'accompagnement comme l'internship, et nous sommes impressionnés par le nombre de jeunes Mauritaniens conscients du fait que pour rejoindre ce secteur, ils ont besoin de s'orienter vers des filières techniques, mais aussi l'outil principal, c'est l'anglais. Et nous sommes impressionnés par le nombre de Mauritaniens qui aujourd'hui maîtrisent l'anglais. Ils sont extrêmement curieux dans les domaines techniques, qui veulent parler safety, qui veulent parler waste management, qui veulent parler dangerous goods, qui veulent parler NAVOSH. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est justement un discours comme celui qu'a dit le ministre. Il y aura beaucoup de choses. Attention, le secteur va s'ouvrir, le secteur est extrêmement prometteur, le secteur va créer la croissance, et je pense que l'engouement est là. Je vous remercie. Yeah, thanks. I'm more comfortable in the French.
Let's be clear. First of all, I'm really integrated to be part of such panel of subject matter experts. That's why I don't want to say more, because we have the opportunity to have you here, and I think it is an opportunity we should get to get benefit of your expertise. What I was going to say is that the private sector is very, very much involved, dynamic, and already prepared to attend or address the very, very demanding requirement of the international companies. One of the main challenges is the training, qualified people. But when I see the youth very, very much eager. You cannot hear me at all. Okay, let me check. No. I will go out of the call and I will re-enter. Let's see if that makes a difference. Right? Il n'a qu'à couper le son. I was saying that if you look at the situation today of how this private sector is involved, it's very impressive how many investors are involved and how many Mauritanian companies managed by Mauritanian, owned in equity by Mauritanian, are capable of addressing the very meticulous and demanding requirement of the international companies. The main challenge, again, is the training. But we see how you are very, very much oriented now, the technical aspects and the learning of English. In Moribor, we have established a new affiliate, which is called Educate in Partnership with the British companies. We are already providing training in English, but also on vocational training as language and dental schools. Any more? Thank you. Thank you so much as a voice of our private sector. So, when talking about public-private partnership, we should immediately have in mind investment, foreign direct investment, risk management, and governance. To keep moving forward, absolutely. And on this topic, we are honored to have with us an international specialist on risk management, governance, and investment. Thank you, Mr. Ian Picker, to give us your point of view. Merci Hassan, merci le ministre pour les opening remarks. And a very interesting perspective on the sector here and the very exciting opportunities available. There is no question that you will be attracting and are attracting a great deal of interest from foreign direct investment. And what foreign investors will want to know, especially if this is a new territory for them, is that the risks are understood, there are robust plans in place to manage them, and the controls are in place. And when I say the risks, obviously the technical risks associated with developing a gas field or a wind farm to power a hydrogen plant, but also the non-technical risks, particularly the environmental, social, and related risks, because they are often the ones that are least understood and can be the most problematic. And it's important also that the risks are understood and managed by the government players as well as the private sector players. I mean, the international oil companies, generally speaking, are very good at risk management. It's a core element of what they do. They don't always get it right, as we know.
but they probably think get it right more than get it wrong. But the government also needs to play its role, because they need to provide the counterparty to the IOCs and the other investors. And it's not just the IOCs. I was speaking to a gentleman the other day who was looking to develop infrastructure, build hotels, build shopping malls, build housing. So it's a wider subject. Just a thought on risk. You can never eliminate it. There will always be the unknown. There will be shocks, as they're known, things that have not been foreseen. COVID was a very good example of that for most organisations. The war in Ukraine is another one. But you can identify many of the most likely risks, and you can do a great deal to minimise them, and I'll talk more about that. But at the same time, businesses and governments need to be resilient, and this is a key lesson that's been learned from COVID and Ukraine, actually, that they need something in reserve, because something will come along that you've not foreseen, and if you can be resilient, you're more likely to survive it. Just a word on what good risk management looks like. It's really got two elements to it. The first is perhaps most overlooked, which is cultural. In the organisation, people need to be free to speak up if they foresee a problem, and not to be told we don't want to hear bad news. In many ways, that's the most important thing. And in the best companies, anybody, or best organisations actually, anybody at whatever level can be free to raise their hand and say, I'm worried about something, and get listened to. It may be something they don't need to worry about, but they do feel they're listened to. If they're told, we don't want to hear bad news, I'm afraid they'll stop doing it. And it's people inside the organisation that will see the problems first. So that's the first point. And then the second point is the governance, the structure around risk management. Governance, risk management controls, it's known in the trade. And governance essentially is setting up a risk management framework that starts at the most senior level, board level or management committee level, by agreeing the risk appetite. What is it that we're prepared to accept financially or in other terms? Some things such as loss of life, it will be zero, but in other areas you have to be realistic. Things will go wrong, you have to understand your risk tolerances. The next thing that needs to take place is a comprehensive risk assessment. And we had a great session yesterday with a number of stakeholders across the IOCs, civil society, the ministries, looking at ESG risk areas and what were the ones that we were most concerned about. And building up that risk assessment that can then lead to risks being ranked in terms of their likelihood and their impact. Some of the most likely ones may not have a great impact, and some of the least likely may have a great impact. If you multiply the scores, you would end up with, strategic level, probably no more than 10 things you really want to be worried about. That process also allows you to understand the connections between risks. Because if you analyse major problems, and apologies to our BP friends present, Deepwater Horizon is a very good example of what went wrong. You can understand that people didn't make connections between risks. And there are plenty of other examples. And good organisations, and I think BP is one of them, have learned from those lessons and improved their processes. So having assessed the risks, you then need a strategy to manage them. And that will involve many different things. It will involve social performance measures, environmental control measures, strategic communications to explain to people what we're doing, and other things, but in an integrated plan. And then around that plan, you need to have the controls that allow you to assess the success of that plan, and they will require metrics. And then you need an organisation that will monitor those controls
and the best in class is known as the 3 lines of defence model, which the IOCs will be very familiar with and in many ways invented. But make sure that you have an independent internal audit function that's reporting to the board, not to the management. You have a compliance function that's multidisciplined and doing risk-based reviews. So you're looking most at the areas you've identified as being the highest risk. So that's where your effort is going. And then at the very bottom level, the first line controls. So that really is what I think investors want to see in place. And any organisation that has those in place will encourage them to come here and support what you do. And investors go to other investors for their money, particularly institutional funds. And institutional funds are looking particularly at ESG risks, so that will help as well. So I hope that helps contribute to the discussion today. Thank you. Thank you, Ryan. Merci beaucoup. Merci pour toutes les interventions que vous avez entendues. Merci, monsieur le ministre. Nous allons passer la parole à l'audience pour toutes éventuellement questions. Est-ce que Mme Alexandra Gazunam est en ligne? Are you with us, Alexandra? Do you hear me, please? Okay, donc nous allons passer. Good morning, can you hear me? Yeah. Good morning, Alexandra. Yes, bonjour to everybody in Nouakchott. Ok. Nous allons profiter rapidement parce que nous ne maîtrisons pas les nouvelles technologies. Ok, Alexandra, what you have been involved in the development of Mauritanian gas master plan. Please give us a brief words on the perspective, potential perspective of the development of the oil and gas master plan. You have 3 minutes. Thank you, Alexandra. Thank you, Rosanna. So, a very good morning to everybody in Nouakchott. I would like to apologize for not being there in person. I have a pre-booked engagement with a client ahead of the African Oil Week, so I need to travel to Cape Town, and somehow I had a lot of conflict with the travel arrangement. So I would have loved to be there in person. Thank you, Rosanna. Yes, I have been involved and I've had the privilege to lead the work on the development of the oil and gas master plan for Mauritania. And I think the good message for Mauritania is you have an abundance of resources and abundance of gas, which is very highly needed by the world in the current situation. Now, I would like to connect to what the previous speaker has spoken about, risk. I think what Mauritania needs to do now is to attract foreign investment to actually exploit the abundance of gas resources. And we are talking about basic principles such as how to get your abundance of gas to shore. It's a very simple, very first investment, but a very, very necessary for any type of development around gas and for the monetization of gas. So infrastructure is going to be critical. And we know that we are expecting the first domestic portion of gas in 2023. So it is really overdue in terms of investing in infrastructure, because that will be the very first step for actually creating benefits from your gas resources. And attracting investment sounds easy on paper,
And the previous speaker has done that very eloquently to talk about risk, and if I can give my 5 things of advice is, I think Mauritania should invest now in promoting the country as a safe destination. I know I've got my European cap on. I'm actually born African, but I live in Europe, and Mauritania is not that well known. And if you do speak to people about Mauritania, an eyebrow is normally raised as to, isn't that a very dangerous country to travel to? And I always have to assure people, no, I've been there several times. It's not a dangerous country. They are very welcoming. It is a very liberal environment to do business. And I think that will, to some extent, support Mauritania in attracting, first of all, attention and paving the way for investors to even look at Mauritania as a potential country with not only an abundance of gas resources, but also an abundance of other resources. I've spoken at a German African energy conference with a very, very big hydrogen developer here based in Germany, and they're currently establishing a huge hydrogen project in Namibia. And I've spoken to them about Mauritania, and you could actually hear that there was some form of apprehension in terms of investing in Mauritania. So I think both the government and the private sector should somehow collaborate to promote Mauritania, first of all, as a safe country and as a country where it's easy to do business with. And I believe one of the previous speakers also talked about regulations, and I think Mauritania has had a lot of progress in terms of regulatory frameworks. There are very modern regulatory frameworks and codes currently in place that actually makes it possible to do business in Mauritania. We've just been awarded a new project to support the government in the development of a service zone for hydrocarbons. And I think that is also a very, very positive step towards creating not only the infrastructure, but also the business environment to encourage investment into Mauritania and investment in the hydrocarbon sector. I'm very much a supporter of a just energy transition for Africa. If you look at the hydrocarbon contribution, well, not the hydrocarbon contribution, but the greenhouse emission contribution from African countries, and especially Mauritania, it is so small as compared to the rest of the world, and I believe that it's Africa's time now to responsibly, and with the emphasis on responsibly and sustainably, develop their oil and gas resources. So I'm very much a supporter of that. In the work that I've just done for African Union and the African Energy Commission, we've just developed a new report with perspectives on the just transition, the just energy transition for Africa. We will present that on Monday and Tuesday at the African Oil Week. Now is the time for Africa, and now is the time for Mauritania as well, to attract those investments and sustainably and responsibly develop these resources also for their own good, for the upliftment of their own populations. So yes, that is in a nutshell my perspective. So Mauritania, a country with a lot of potential, abundance of resources. My experience has been extremely positive in doing business in Mauritania, and I can only encourage any investor to investigate Mauritania as a potential target for future investments. And
I'm very privileged to support the government with the projects in the hydrocarbon infrastructure sector, and I'm really keen to see how Mauritania will live up to this challenge. And hopefully in 10 years, when we have this conference again, we can look back at some achievements and some real impact in the development, especially socio-economic development for Mauritania. So thank you very much. I don't want to keep you longer. I don't know how much time I have, but that is basically, in a nutshell, my view. Thank you. Thank you. C'est bon, vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est bon. J'ai disais que nous allons passer la parole à cette prestigieuse dame, ce parterre représentant tous les professionnels et institutionnels. Je remercie le plus présent, je remercie son Excellence Monsieur, nous souhaitons avoir 3 interventions. Elles peuvent être des commentaires, des contributions à la réflexion sur les thématiques d'aujourd'hui, comme elles peuvent être des questions adressées à son Excellence Monsieur le Ministre ou aux autres panélistes. Merci. Merci beaucoup Hassan. C'est plutôt, on va dire, un commentaire ou un témoignage. Donc, je m'appelle Mohamed Louin, je suis le directeur de BP en Mauritanie. Donc, je regarde un petit peu le thème de la conférence, c'est Vision 2040. 18 ans nous séparent de ça. Donc, moi, je fais l'exercice inverse, j'ai regardé il y a 18 ans, on commençait notre aventure pétrolière en 2004-2005, et je fais partie des gens qui ont accompagné cette période. C'est pour cela que je pense qu'il est intéressant de témoigner sur l'attractivité de la Mauritanie pour les sociétés internationales. Malgré le contexte extrêmement compliqué, il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup de la transition. Ensuite, on a shifté, on a une transition de la transition. Maintenant, c'est plutôt la sécurité énergétique du monde. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce secteur ces 3-4 dernières années. Mais il y a eu un compromis sur le fait qu'aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, c'est ce qu'on appelle le trium, ça veut dire qu'on a besoin d'une énergie qui est sûre. Donc la sécurité énergétique, l'Europe maintenant va vers un univers qui risque d'être extrêmement complexe. Énergie clean, c'est une énergie propre. Je pense qu'il y aura la COP 27 à Sharm el-Sheikh dans quelques semaines. Je pense que son Excellence va participer. On voit quand même que le monde, de plus en plus, et la population demande une énergie qui n'est pas polluante. Et bien sûr, il faut une énergie accessible, que les gens peuvent avoir. Ce n'est pas le peine d'avoir une très bonne énergie clean qui peut être achetée que par certains pays, pas pour tous les. Donc, la Mauritanie répond absolument à. C'est peut-être une question de chance, comme son Excellence l'a dit, mais la Mauritanie répond à ces enjeux. On peut avoir une énergie qui est sûre, c'est-à-dire qu'on est vers la fin du développement d'un très grand projet. Donc, nous avons l'honneur d'être le partenaire avec nos partenaires de Cosmos et SMH et Peterson, le Sénégal, qui est un projet de gaz très difficile, techniquement, commercialement, technologiquement. Et en début du scepticisme au début, les gens disaient, il faut être honnête, ils disaient que ça ne va jamais fonctionner entre 2 pays africains de faire un projet cross-border. Et ça a fonctionné. Et malgré la crise, malgré le Covid et tout ça, on est sorti du brouillard et on espère avoir le premier molécule de gaz l'année prochaine. Donc ça, c'est déjà mon premier témoignage. Donc ça fonctionne en Mauritanie, ça marche. Donc on a exploré, on a fait l'assismique, on a foré, on a évalué, on a développé le projet. Un projet difficile, de tout point de vue. C'est l'un des projets les plus profonds en termes de profondeur, les plus longs de côte, de technologie nouvelle, mais ça fonctionne et ça va marcher.
La Mauritanie, et je commence, là je parle de la fin de l'intervention précédente, au lieu de lire beaucoup de rapports, ce sera bien juste de regarder parfois l'expérience. L'expérience aujourd'hui montre que la Mauritanie, il y a 3 des plus grandes compagnies de oil and gas et énergie renouvelable, on dit plus de compagnies pétrolières, il y a Total qui est là, il y a Shell, il y a BP, il y a Cosmos, il y a Kernel. Enfin, il y a des compagnies qui sont déjà là avec une expérience sur laquelle il faut battre. Je vais juste faire une petite transition, bien sûr, vers l'hydrogène. C'est la même chose. Je me souviens de Garant, lorsqu'il y a eu la première annonce de l'UMOU qui a été signée entre la Mauritanie et cette république, il y a eu beaucoup de scepticisme. Alors, honnêtement, c'est la vérité. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte de la Mauritanie pour essayer aussi d'avoir des UMOU. Il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps à Abidjan, où on voit quand même l'engouement qu'il y a. Et il y a un véritable engouement. BP a signé il y a quelques semaines un très grand accord sur l'hydrogène en Australie. Et quand on regarde la Mauritanie, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup au Ouest australien. C'est véritablement un très très grand potentiel de solaire et éolien. Avec des espaces où il n'y a pas de compétition avec les populations. Donc je pense que aussi la Mauritanie, il y a des mots qui ont été signés, CWP et Charlotte, il y a Total, je pense que ça s'appelle Total RM, c'est ça. Voilà. Donc Total RM qui est là, il y a beaucoup d'intérêt pour l'hydrogène en Mauritanie. Et donc je pense qu'on combine les deux, l'expérience de la Mauritanie au niveau du gaz, si on l'applique à ça, et 18 ans, c'est rien du tout. 18 ans, c'est moins que 2 périodes d'exploration des PSI, donc c'est rien du tout. Je demeure quand même assez optimiste. J'étais aussi très content, juste une dernière point de dire, et je confirme que nous avons un secteur privé extrêmement actif, et la remarque de M. c'est vrai que le projet GTA est principalement supporté à partir de la base de Nouakchott, que ce soit de base logistique, waste management, voilà, beaucoup de projets. Donc il ne faut pas qu'on oublie aussi toute l'expérience sur laquelle on peut capitaliser pour développer le secteur énergie. Je suis désolé si j'étais un peu long, mais je voulais faire ce témoignage. Bonjour. Bonjour, c'est Ali Oussal, avocat, consultant. Permettez-moi de remercier Son Excellence et aussi tous les autres panélistes. Alors, on parle du pétrole et du gaz. On sait que c'est une richesse extrêmement importante pour le pays. Personne ne le contestera naturellement. Alors, et par ailleurs, on sait que la finalité de la richesse, c'est le bien-être économique et social de l'individu. J'ai bien pris note du contenu de certaines interventions, notamment de celle du ministre en termes d'impact. Alors, ce que je voudrais savoir par rapport à cette vision 2040, quelle serait la place de l'environnement dans cette vision, et principalement par rapport à l'écosystème marin et aussi à la qualité de l'air. Je vous remercie. Ok, moi je ne parle pas très bien français, mais je vais faire le maximum. Je suis Naira, je suis la fondateur de l'association des entreprises mauritanes espagnoles. Et moi, j'écoute toujours, je suis ici depuis 2019,
jusqu'avant Covid. Et j'ai tombé amoureuse de ce pays. La Mauritanie, j'adore ce pays. C'est un pays avec un peuple incroyable. Et c'est un pays qui a beaucoup de potentiel à le futur. Mais il y a toujours, comme M. Talahi a dit, et je pense que tout le monde a remarqué tout le temps, il y a un problème ici de planification, un problème de formation surtout, toujours. Et maintenant, si on regarde l'histoire de la Mauritanie, c'est un pays qui est riche. Il y a tous les minéraux du monde, il y a la pêche, c'est vraiment un pays riche avec seulement une population de 4 millions de personnes. Donc il faut avoir une population qui est bien formée, il faut investir dans l'éducation. Et ça ma question vient d'ici. Il y a une grande richesse qui va venir de l'exportation, de l'exploitation de toutes les nouvelles ressources de gaz et tout ça. Est-ce qu'il y a la prévision de la création d'un fonds souverain pour répartir à la société? Pour l'éducation, la formation et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que dans les plans du gouvernement 2040, il y a la prévision de la création d'un fonds qui va avec lequel la richesse va revenir à l'époque? Merci. Oh, merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, que ce soit des questions, commentaires. C'est toujours enrichissant pour cette réflexion que nous menons aujourd'hui. Je vais passer la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui va... Oui, bien sûr. Je suis Madame Fatimetou Abdelmalik, je suis la présidente de la région de Nouakchott. Donc vous comprenez que je suis la représentante légitime des populations ici. Alors, moi je vais intervenir sur deux aspects, ou tout au moins insister sur les deux aspects qui ont été évoqués tout à l'heure. D'abord, j'espère qu'on aura de la chance cette fois-ci, parce qu'il est grand temps. Je veux dire que moi, au niveau de la région, j'ai 2 journées portes ouvertes aux populations. D'ailleurs, là, c'est une de ces journées-là. Et 90% des gens que je reçois dans mon bureau, c'est des gens qui cherchent du travail, qui cherchent une insertion. Donc, les perspectives sont énormes pour ces populations. Seulement, il faut qu'on ait des formations adaptées. Parce qu'on a tous les niveaux dans ce segment de population. Et jusque-là, on a toujours vu l'exploitation des potentialités qu'on a pu faire jusque-là. On a toujours vu une importation des expatriés, des gens qui viennent de l'extérieur, pour faire ce travail, alors qu'on a des citoyens chez nous qui peuvent le faire. Bien sûr, si on les a formés pour cela, s'ils ont reçu la formation requise pour faire ce travail. Donc nous avons besoin de centres adaptés pour que nos populations puissent y aller et subir, recevoir les formations nécessaires à la taille de leur niveau. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est bien qu'on puisse avoir de l'énergie verte. C'est l'avenir. Je suis très engagée en matière de protection de l'environnement. Mais il faut, quelqu'un l'a dit, il faut que ça soit à la portée de nos populations. Donc, si ce n'est pas à la portée de nos populations, donc ce sera aussi une surprise. Donc, c'est ces deux aspects-là que je voulais inciter. La formation
et le coût de l'énergie verte. Merci beaucoup. Merci madame. Nous allons procéder aux réponses de toutes les interventions, tout en donnant la parole à son excellence, messieurs les ministres, pour répondre, réagir à tous, d'abord aux interventions des panélistes, tout autant qu'aux interventions de l'assistance, et juste après l'intervention du ministre, nous allons clôturer cette conférence de débat. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup et je remercie les collègues avec moi ici. C'est la tribune pour vraiment et les commentaires de l'ensemble des collègues. Je suis heureux en tout cas que tout le monde partage la même, en tout cas, le même enthousiasme par rapport à la vision. Parce que c'est absolument fondamental. On dira nulle part si les Mauritaniens, tous ensemble, ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire dans l'horizon dans 20 ans. Les pays qui changent, les nations qui changent, sont des nations qui ont ensemble une même vision et qui regardent ensemble dans la même direction. J'espère que nous arriverons à convaincre tout le monde de la pertinence de cette vision, mais je sais aussi, et je ne me fais pas d'illusion, il faut qu'il y ait des, comme on dit, il faut aussi donner des preuves. Il faut donner des preuves de ce que nous sommes en train de faire, et il faut qu'il y ait des résultats aussi rapides que tous les citoyens peuvent voir et dont ils peuvent bénéficier, ce sera le salam. Mais nous y travaillons et nous y travaillons très fortement. Moi, je m'arrêterai un petit peu. D'abord, juste une petite réponse. Oui, la Mauritanie aura son fonds souverain. On y travaille, mais aussi, il faut être réaliste. Les ressources du gaz, ce n'est pas vraiment demain que ça va venir. Vous savez, il y a toute une courbe. Les opérateurs doivent d'abord récupérer leur investissement, etc. Bon, les grandes recettes, c'est peut-être dans 4, dans 5 ans. Mais en tout cas, nous travaillons à la mise en place de ce fonds souverain, je peux vous l'assurer. Je m'arrêterai à le développement qui a été fait sur le manège, la gestion des risques. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Risk management. C'est très important et c'est un domaine dans lequel nous devons investir considérablement. Parce que les risques sont énormes. Hein. Les risques sont énormes dans le gaz, dans le pétrole. Vous avez parlé de l'écosystème marin. Il est clair que les champs offshore en zone profonde ont des risques considérables. Et pour l'instant, nous ne sommes pas entièrement outillés pour la gestion de ces risques, mais aussi pour imposer des règles de conformité, compliance aux opérations, aux opérateurs en Mauritanie. Mais je ne veux pas que la gestion des risques puisse être comprise simplement comme un mécanisme pour nous de contrôler les entreprises pétrolières ou de gazières. Il faut que ce risque soit quelque chose de partagé. Il faut que la gestion du risque soit quelque chose de partagé. Et pour cela, il faut une confiance totale entre nous et les partenaires. Et cette confiance, il faut qu'elle soit bâtie sur la transparence. Alors, eux aussi, ils font des risques. Ils font face à des risques. Bon, ils font face à des risques politiques, hein, il faut le dire. Ils font face à des risques sociaux, ils font face à des risques opérationnels liés à l'environnement que nous leur imposons. Donc, et c'est pourquoi j'ai dit c'est important parce qu'il faut de la transparence. Et il faut un échange total d'informations entre nous et les opérateurs privés qui opèrent en Mauritanie et que
chacun puisse partager avec l'autre les informations pour réduire les risques. Parce que la première chose pour réduire les risques, c'est d'abord d'avoir la bonne information pour pouvoir mener la bonne analyse des risques. Et cette confiance et la transparence sont absolument cruciales et c'est ce qui fera que l'on pourra effectivement attirer. D'abord, pour attirer les investisseurs, il faut que ceux qui sont là soient déjà à l'aise et soient nos porte-parole. Ça ne sert à rien d'aller dire à d'autres de venir si ceux qui sont là déjà veulent partir. Donc, règle principale, il faut que ceux qui sont ici soient heureux, hein, c'est clair. Et pour cela, la transparence, encore une fois, et dans l'échange d'informations est essentielle. Il faut que nous comprenions le type de risques auxquels ils font face, il faut qu'ils comprennent les risques qu'ils nous constatent auxquels ils doivent faire face, et il faut qu'ensemble, on travaille à réduire ces risques. Évidemment, pour nous, il faut mettre en place le cadre réglementaire, il faut mettre en place les évaluations de risques, il faut mettre en place le cadre, le risk framework, parce que je suis sûr que BP a son propre risk framework, cela va de soi, hein, parce que si demain elle faisait une erreur, elle en a fait, je sais dans le passé, j'espère que ça ne se répétera pas. Ça n'a rien eu des coûts exorbitants. Mais maintenant, c'est notre côté à nous, gouvernement, de mettre en place notre risk framework, et ça, cela fait partie des institutions dont je parlais tout à l'heure, les institutions qui doivent encadrer le secteur, qu'on doit mettre en place progressivement avec également la formation. Donc, voilà à peu près les commentaires que je veux dire. Oui, il faut beaucoup de formation. Mais moi, je vais vous dire des choses. J'ai travaillé beaucoup sur les questions de l'emploi il y a encore de cela très longtemps. D'ailleurs, dans le même contexte que je mentionnais tout à l'heure, c'est bien de former, mais il faut savoir que la clé, c'est qu'il faut créer des activités. Quelle que soit l'école de formation professionnelle. Même en Allemagne, où ils sont très forts, je suis passé à Alexandra avec eux, et qu'ils ont un système de formation professionnelle très fort, non pas parce qu'il est théorique, mais que c'est un système qui historiquement est bâti sur l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il vient d'en bas. Contrairement au système de formation professionnelle qui existe dans les autres pays, qui vient d'en haut, on fait l'école pour former. Non, là, à l'origine, ça vient de l'apprentissage, ça vient des apprentis, c'est comme ça que ça... Il faut toujours qu'il y ait une demande. Le problème du chômage en Mauritanie, c'est pas tant un problème de formation, c'est un problème d'insuffisance de demande. Et la preuve qui ne trompe pas, c'est que vous avez des chômeurs de toutes catégories. Vous pouvez former qui que vous voulez, et vous regardez demain, vous avez des forts chômeurs. Alors il y a un problème de demande. Notre problème, c'est qu'il faut que nous créions un tissu de petites entreprises, de moyennes entreprises. Il faut qu'on les soutienne pour qu'elles puissent se développer dans différents secteurs. Et la formation, la qualification, c'est toujours une interaction. Les gens qui soient formés, il faut qu'ils trouvent tout de suite un emploi, quel qu'il soit, pour qu'ils puissent commencer à développer et à améliorer leur expertise. Et c'est ça l'enjeu, c'est pourquoi les industries qui transforment sont fondamentales. C'est pourquoi les industries qui créent des activités sont fondamentales. Et c'est pourquoi, encore une fois, oui, nous pensons qu'il faut faire le pari sur les énergies renouvelables, entre autres parce que ça crée des activités, ça crée de l'emploi beaucoup plus facilement que les industries hautement intensives. Je sais que l'un des grands challenges que nous avons aujourd'hui, en attendant que toute cette vision se réalise, je sais que tout le monde, tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui entendent ça, vont dire oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi? Okay. Moi, je suis là, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans toute cette vision? Quels sont les emplois qu'on ne créerait pas dans 5 ans, pas dans 6 ans, mais demain? Et ça, c'est l'enjeu fondamental pour nous, de pouvoir gérer cette transition en créant les win-win qui permettent de crédibiliser la vision et qui donnent de l'espoir, mais aussi qui créent des activités. Je pense que cela également doit être l'un des grands chantiers du gouvernement. Vous avez vu d'ailleurs hier le président ouvrir pour la seconde fois cette journée de l'éducation, également donner la priorité à la formation professionnelle. C'est là un grand chantier sur lequel nous devons travailler, chantier général du développement des ressources humaines en Mauritanie. Formation, éducation et des méthodes très innovatives. Nous cherchons à trouver ces méthodes innovatives. Ce n'est pas facile, je dois vous dire. Ce n'est vraiment pas facile, mais nous cherchons à trouver des méthodes innovatives qui vont pouvoir donner des métiers à nos citoyens. Et il faut que nous cessions de penser au système éducatif comme quelque chose qui répond à la demande de l'administration, à la demande du gouvernement.
On doit changer cette perspective. Il faut que nous réfléchissions à un système éducatif qui crée des possibilités d'emploi, qui crée des esprits d'entreprise, qui puisse lui-même générer et accompagner le développement économique. Tous les jeunes que nous formons ne pourront pas être, peut-être même pas 10%, peut-être même pas 5%, ne finiront pas dans l'administration, parce que l'administration est très fragile. Il faut donc créer un autre système éducatif axé vers le développement du secteur privé. C'est un enjeu considérable, pas facile, mais nous allons y travailler et nous travaillons déjà. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie Finance Afrique, monsieur le conseiller. Je remercie les collègues aussi, des qui bien appris et bien entendu, nous sommes c'est un long d'échange qu'on doit continuer pendant plusieurs mois et années à venir. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre a d'autres engagements. Oui. Donc, merci, monsieur le ministre, de nous avoir consacré votre temps aujourd'hui. Et je remercie. Donc, je m'adresse à l'assistant. Nous allons causer les discussions, mais il est prévu une pause café pour faire connaissance de ce qu'on vient de me dire. Donc, nous offrons cette générosité à nos hôtes ici présents et à toute l'assistance. Je passe la parole à M. Yara pour dire un dernier mot. Ah, merci. Encore moi. Ça montre l'intérêt qu'on donne au secteur privé. C'est dommage que le ministre soit parti, mais je voulais saluer l'approche du gouvernement de la stratégie de 4 ans, qui est plutôt une stratégie participative au lieu d'être une stratégie directive. Parce que les lois, c'est la difficulté après, c'était les appliquer et les ajouter. Mais quand on met des lois où il y a des contraintes ambitieuses et que ça ne fonctionne pas, ça fait des blocages. Alors que quand on laisse le champ ouvert à la discussion, à la collaboration, aux échanges dans le même objectif, parce qu'il est évident que les opérateurs qui travaillent dans un secteur ont problème les soucis, la compétitivité, la rationalité et l'optimisation. Et ça passe par la maîtrise du jeu. Et il n'est pas raisonnable qu'une société engagée pour extrêmement important pour amener des sociétés étrangères, des ateliers, avoir des difficultés avec la sécurité. S'ils sont capables de trouver des permanences, donc il est bien évident qu'il faut être plutôt compréhensif à l'égard de la société internationale. Discuter avec eux, fixer des objectifs sur le besoin du gouvernement, parce que le dilemme est le suivant. Le gouvernement a un problème politique, c'est la pression de l'opinion. D'autant plus que le background de l'oil and gas est un background négatif, parce que les entreprises, les opérateurs, les populations sont spoliées. Ça, c'est la pression politique. Mais il y a les réalités économiques. Ça, c'est un secteur. Il est global dans son ensemble, il est global dans son framework, il est global dans le procurement, il est global dans la compétitivité, il est global dans le market. Et ce sont des standards. On ne peut pas, chaque pays ne peut pas imposer à une société de changer son système, son logiciel, son paradigme pour s'adapter. On prend par exemple un exemple, et je prends par exemple l'Italie, l'extrême au moment où le Chili et les Anglais avaient les mêmes résultats, le Chili est allé dans une approche participative, a aujourd'hui créé 100 fois plus d'emplois que la nôtre, a développé davantage la production et la transformation. Il faut prendre le Ghana qui, tout récemment, alors que c'est un pays très très dur dans l'exploitation minière,
a dit bon voilà, on fait de la politique, on fait du populisme, on va engager les sociétés internationales à donner 80% de carburant ensemble. Les produits sont bloqués. Il n'y a que la tension entre les sociétés et le bien. Et puis d'ailleurs, donner 80%. Nous pouvons prendre un pays voisin qui partage avec nous le projet. Il a mis une législation extrêmement importante. Il a hésité, puis après la pression politique, la pression des lobbies, l'a poussé à mettre en place les textes d'application. Mais pourquoi faire pour amener les sociétés internationales pour finalement gérer les opérations? Ça n'a aucun sens. Donc, moi je félicite et j'encourage, et c'est dommage que les ministres ne soient pas là pour le féliciter, plutôt cette approche participative, ces objectifs fixés par tous. Et je pense qu'en Mauritanie, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais être plus précis, il y a eu le projet Moussa, il y a eu le projet Total, il y a eu le projet Repsol, il y a eu le projet Montacha, GTA. Tous ces projets ont été supportés par les sociétés nationales. Et dans les différents aspects de leurs besoins, dans le risk management, dans le procurement du chemical, aujourd'hui dans la réparation des ateliers, et on a parlé de l'environnement, nous, on avait des difficultés dans les services que nous donnons aux sociétés pour recycler. Il y a aujourd'hui des entreprises qui ont mis en place le recyclage des musées, des recyclages des déchets spécifiques. Il y a des incinérations qui s'installent. Et tout ça, ce sont des investissements divers. On voit des jeunes, j'en vois un qui se lance dans les services et qui sont déjà extrêmement performants dans des partenariats internationaux. Donc moi je pense que c'est plutôt cette approche participative, incitative qui est importante et il faut l'encourager. C'est toujours bon d'entendre la voix du secteur privé, particulièrement ceux qui ont quand même assez longue expérience là-dessus. Moi, je ne vais pas commenter là-dessus. Je ne sais pas, monsieur. Mais je vais d'abord présenter son Excellence, l'ambassadeur, M. Charles Samba, à qui nous allons donner la parole pour écouter et une doute sur quand même sur ces thématiques. Merci. L'ambassadeur. Son Excellence. Merci. Merci beaucoup, Président. Je voulais juste, avant de faire un commentaire, réagir. Je suis arrivé un peu au milieu de la présentation d'Alexandra. Elle a dit une phrase, quelle appréhension de certains des investisseurs, surtout dans le secteur de l'hydrogène, à investir en Mauritanie. Peut-être que c'était une impression antérieure, parce que depuis lors, comme l'a dit le représentant de BP, on a de très grands investisseurs comme CWP, Chariot Engel, qui sont déjà activement impliqués en Mauritanie. Mais je voulais juste surtout répondre par rapport au fonds souverain. Vous savez que nous avons un fonds national de ressources, des ressources hydrocarbures qui est là depuis 2007, qui avait été créé à la suite de la découverte du champ Chiniti, mais qui était dormant. Le gouvernement vient de réactiver ce qu'on appelle le comité consultatif d'investissement, qui est chargé d'aider le gouvernement dans la réflexion pour l'utilisation des futures ressources de gaz, du pétrole et même de l'hydrogène. J'en suis le président. Donc nous conseillons le gouvernement et la réflexion est assez bien avancée sur la création d'un fonds souverain pétrolier ou gazier dans le futur. Merci. Excellence. Un anglais brief pour Yeah, I was just reacting at when I came, unfortunately, in the middle of the presentation of Alexandra on some investor apprehension in investing in Mauritania. I was saying that maybe that was a past feeling because since then we have major investors in the hydrogen sector like CWP, Chariot Engel, and they are quite deeply involved now in Mauritania, and we know that there are many other interested in joining the market. The second aspect I was mentioning, I've been appointed recently as head of the
Investment Consultative Committee, which is the committee in charge of assisting the government in the management of future oil and gas revenue and leading to the creation, most likely, of an investment fund in the oil and gas sector. In fact, we have already one called FNRH, which is the Hydrocarbon Resource Fund, but it was dormant since 2007. Now we are thinking and pushing the reflection to activate it. Thank you. Thank you, Excellence. I really think this is an important discussion, and maybe we can have it here or somewhere else. I'm used to you from your province of Alberta. We have a sovereign wealth fund that has been in place for 50 years now. At different times, different politicians have made use of it differently. And so I have two comments. The first is creating a fund will have lots of complications, but I believe the most important principle in a fund is to put a mechanism in place so that political leadership that comes and goes has very limited ability to influence the assets in the fund without a very rigorous, almost constitutional consideration for the change. Otherwise, we've certainly seen funds where governments will simply use the money to balance the budget or for a political goal as opposed to the long-term goal. The other comment I would make is that there are some jurisdictions in the world who have funds, who have used them for their own infrastructure development, which is very good. But then we'll go around the world and tell other jurisdictions not to do that. Countries that are developing quickly from resource income must be given the opportunity to use some of that income to build infrastructure now, not only in the future. So the balance is important. So, sorry, that was only in English, but I really wanted to say that. Bonjour tout le monde, merci beaucoup, je tiens d'abord à remercier le panel. J'avais deux questions, une pour le ministre, malheureusement il n'est plus là, donc je pense que M. Mbévé pourra répondre à cette question. Et ma seconde question sera à M. Pickett. Donc la première question, c'est, on parle de la vision 2040, et je voudrais un peu avoir un brief de tout ce qui est politique de consommation locale versus export. Est-ce qu'on a déjà des plans en termes de consommation? Est-ce qu'on vise à approvisionner des pays de la région, comme le Mali, etc. Aussi, est-ce qu'on pense à produire du blue hydrogen à partir du gaz? On parle souvent du green hydrogen, mais est-ce qu'on a aussi des plans de produire du blue hydrogen? My second question for Mr. Picker. My second question is regarding the recent unfolding of what's happening in Russia with the Nord Stream pipeline. Are we entering in a new types of proxy war where energy plants will be targeted, and if yes, do countries need to have contingency in terms of military security, etc.? And is this the new environment that we will be living in the future? Thank you very much. Ok, merci monsieur pour votre intervention, surtout pour deux questions. Moi, I'll answer the first one and hand over to Ian. D'abord, je ne peux pas répondre au nom du ministre pour plusieurs raisons. J'aurais dit oui, j'aurais été même en oreille. Mais je ne vais pas tarder, je vais répondre à votre question sous l'angle de mon propre point de vue. J'imagine, et je le sais que pour ce qui est de la consommation, quand vous dites consommation, vous n'avez pas précisé, moi je la comprends, consommation c'est sous l'angle de production d'énergie, consommation d'énergie, moi je la comprends pour ça. De autrement, je ne pourrais pas répondre à votre question. C'est la consommation d'énergie. Le ministre a dit, la
politique, la stratégie du gouvernement mauritanien, tout autant qu'en partenariat avec le secteur privé, c'est de développer, de saisir l'opportunité du gaz, l'opportunité des énergies renouvelables, pour développer, produire une énergie propre et abordable. C'est le mot qui est abordable. Quand je dis abordable, on est sur la consommation. Donc ça, c'est déjà la vision. C'est la vision déjà existante de 30. Donc ça, je suis assuré Luc l'a dit. Effectivement, il y a tout un travail déjà en cours pour l'atteindre en 2030, pour situer l'efficacité énergétique. Et je profite ici pour rappeler que la Bretagne, quand même, aujourd'hui, déjà, elle dépasse à 40% dans son mix énergétique. Ce qui, quand même, n'est pas rien. Avec cette vision 2030, développement mix énergétique, on a des procès de consommation intérieure et le développement des centrales de mise sur le site que ça a évoqué. Il y a cette vision et ces projets de développement, de création et de construction de plusieurs centrales bien sûr. Et pour la vision 2030, je vais aller là. Ce que moi je peux dire, c'est qu'effectivement, la Bretagne est dans un réseau transfrontalier régional d'électricité. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, pour répondre à votre question, absolument, la Bretagne est engagée dans tout un réseau transrégional, sous-régional, Sénégal, Mauritanie, Zambie, etc. Et puis voilà, donc je passe la parole à M. Arion. Arion, c'est toi. Thank you. So, if I understand your question correctly, you're asking me if we're a new security environment for what's been going on in Russia and Ukraine, particularly where infrastructure, energy infrastructure can be targeted, such as the attacks on the nuclear power station in Ukraine, and actually probably most recently the sabotage of the Nord Stream gas pipelines, which I'm afraid has Russia's fingerprints all over it. The answer to that is it's not new. That sort of thing has happened in the past. Some of you might recall an attack on oil infrastructure in Algeria a few years ago. So there's nothing new in it. People with malign intent will continue to attract infrastructure. I think the point in Mauritania is that you've got some difficult, you're in a neighbourhood where there are malign forces over the border in Mali, northern Mali, across central West Africa. The insurgency, I'm afraid, is gaining ground. That's particularly will need a lot of work. And it's unfortunate that the infrastructure investment here probably will attract attention from malign forces. So it takes us back to this question of understanding the risks. And I think security risk is something that does need to be considered. You've been very fortunate here that it did not impact on you greatly. I think that needs to be reviewed, and any comprehensive risk assessment needs to consider these factors, because there's no question the infrastructure would be seen as an attractive target by the malign forces in the region, put it that way. Can I ask a question? Ok. Nous allons prendre, bien sûr, monsieur. Oui, ok. Mais c'est pour dire seulement, nous allons prendre 3 interventions, parce que là, déjà, on est hors du temps, déjà vu. Donc, monsieur, et puis il y a madame et monsieur à côté de la table. Merci. J'aurais bien aimé qu'on passe la journée à parler de tout cela. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure concernant l'eau que va générer la production d'hydrogène. Je voudrais attirer votre attention que les 2 projets qu'on a, c'est-à-dire le projet de CWP, le projet Aman et puis le projet de Chariot, qui s'appelle le projet. Je m'appelle Ismaël Alvata, je suis chargé des missions au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, en charge de la transition énergétique et du développement de l'hydrogène. Je disais donc les 2 projets qu'on a actuellement concernant l'hydrogène vont produire une quantité relativement importante d'eau
estimé pour les deux projets, estimé autour de 100 millions de tonnes. C'est-à-dire des mètres cubes d'eau par an, ce qui est déjà quelque chose de très important, et surtout dans la zone où il y a les projets, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc ça va être à la fois utile pour les populations, pour les secteurs et pour les secteurs miniers qui utilisent actuellement l'enrichissement par des méthodes qui seront bientôt prohibées par les normes environnementales, c'est-à-dire l'enrichissement à sec. Il y aura donc l'enrichissement humide qui va encore valoriser davantage nos ressources minières. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour le pays. Et je pense aussi pour l'agriculture, c'est une zone qui est très fertile. On a vu les dernières pluies, on voit absolument des images extraordinaires de cette zone. Donc s'il y a plus de l'eau, ça va être vraiment, pas l'Eldorado, mais ça va être quelque chose de très important pour le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame là-bas. Le temps que vous atteignez, madame, je commence votre intervention qui est extrêmement importante. Vous avez soulevé le point majeur. Donnez aux dames d'abord. Nous avons eu une réunion en matière avec l'Arabie. Nous avons évoqué cette question de l'eau qui est tout à fait au centre du développement des eaux de l'Arabie. Je vous remercie. Je suis une ancienne ministre de la Jeunesse et du Sport et je suis également présidente de l'ONG qui lutte pour la préservation de la biodiversité marine en Mauritanie. Tout ce qui est menacé, toutes les régions qui sont menacées par l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la formation professionnelle en tant que président de l'ONG, faisant partie de la société civile. Je pense que tout à l'heure, on a parlé de l'étude d'impact à l'horizon 2040. Il serait très important également de penser à la société civile, surtout aux usagers de la mer, c'est-à-dire faire allusion à la science participative, parce que c'est ça notre rôle exactement. Parce que nous avons remarqué entre 2017 et 2020 un fait important du chômage des cétacés, ce qui est les récoltes de mer, le long de l'âge de notre Atlantique, de notre littoral. Mais ça, non, ce n'est pas la cause, parce que la majorité ne présente pas de traces de capture des engins de pêche, donc plutôt des filets de pêche, etc. Et je demande aux sociétés, aux boîtes qui travaillent dans le pétrole et le gaz, de accompagner la société civile. Parce que c'est extrêmement important, notre économie bleue, il va. Parce que chaque mégaphone a un rôle important à jouer sur la préservation de la biodiversité marine. Et qui parle de l'exploitation de gaz fait allusion aussi à la mise en place des ports. Et tout récemment, on a eu à implanter le port à notre fond de port Tanit. Et on sait très bien que le port est porteur de phytoplancton à travers des eaux balasses. Et le port a été implanté dans une zone de ponte des tortues marines. Et chaque tortue marine aussi également a un rôle écologique extrêmement important à jouer sur la préservation de la biodiversité en avalant les méduses. Donc jusqu'à là, je demande aux exploitants du pétrole et du gaz d'y penser. Le fait de passer à un endroit où les cétacés se promènent ou font leur reproduction. Donc je ne vais pas être long et je vous remercie beaucoup. Dernier intervenant. Voilà, donc bonjour, je salue tout le monde. Mon nom c'est Djibril Dia. Je suis le directeur général de Soum Assurance Mauritanie. Donc je suis dans le secteur des assurances. Voilà, donc j'ai constaté que effectivement ce dialogue est arrivé à point nommé. Parce qu'au même moment où vous êtes en train de discuter du pétrole et du gaz, les assureurs sont en train de se réunir à 2 pas d'ici. Il suffit juste de traverser la route pour les rejoindre. Ils sont en train de se réunir sur le même sujet. Donc ils sont en train de prendre le devant, ils sont en train de prendre les dispositions pour anticiper la situation. Donc ce qui me permet de faire une toute petite transition vers une notion qui est extrêmement importante, la notion de local content.
c'est-à-dire le contenu local. J'ai écrit pour Financial Afrique 2 importants articles concernant le contenu local par rapport à mon pays d'origine. Et comme c'est un point extrêmement important, parce que si pour ceux qui ne connaissent pas le concept de contenu local, même moi, je prétends un peu comprendre, mais c'est une notion que je ne maîtrise pas à 100%. C'est une affaire de professionnel. C'est de faire en sorte que les populations locales puissent profiter au maximum des revenus qui dérivent du pétrole de gaz. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement mauritanien a pris les dispositions réglementaires ou légales pour justement préparer la notion de contenu local? Parce qu'il s'agira justement d'une très bonne organisation au niveau local, d'une préparation des populations à tous les niveaux qui ont des corrélations avec l'industrie du pétrole et du gaz, pour justement profiter le maximum possible. Parce qu'en réalité, ce que le pays gagne en termes de recettes qui entrent dans le pays, c'est pas effectivement ce que gagne la population par rapport à l'industrie du pétrole et du gaz. Ce que gagne la population en termes par rapport à cette industrie, c'est justement le dérivé du contenu local. Ce que la population peut effectivement, par des tâches, de petites tâches, ce que la population peut gagner. Nous, en tout cas, assurés, nous sommes en train de nous organiser. On sait déjà que le marché mauritanien et même les autres marchés africains, aucun marché n'a la capacité aujourd'hui pour justement gérer les risques pétroliers. En termes de capitaux, j'avais fait une étude au Sénégal et je me suis rendu compte que le marché sénégalais des assurances, un peu plus développé que le marché mauritanien des assurances, n'avait une capacité qui tournait autour de 2% des prix qui sont issus de l'industrie du gaz et du pétrole. Vous voyez, 2%. Maintenant, ce qu'il faut, le challenge aujourd'hui à notre niveau, chez nous les assureurs, c'est de nous organiser pour retenir même le minimum. Même s'il faut retenir 1% des revenus, des primes qui sont issus de l'industrie pétrolière, donc c'est bon. Maintenant, il faudra qu'à notre niveau, nous assureurs, qu'on s'organise, qu'on soit au top, qu'on soit organisé suivant les normes justement exigées par les industries pétrolières et gazières. Donc c'est juste pour attirer l'attention des assistants, effectivement, que nous sommes en train de nous organiser et que tous les autres secteurs de l'économie mauritanienne aussi doivent s'organiser pour profiter le maximum possible du contenu local. C'est juste mon intervention par rapport à ça. Maintenant, si ça peut être transformé en question, ok, il n'y a pas de problème. Donc le ministre pourrait bien répondre, ou bien le représentant du ministre par rapport à cette question très, très importante. Merci. Je peux... Merci. De me rendre une micro, s'il vous plaît, parce que je pense à la Merci, merci pour votre intervention, merci tout le monde. Je vais m'improviser ministre pour représenter le ministère de l'Intérieur. Moi, je suis secteur privé, purement secteur privé. Il y a 3 points sur lesquels je vais remonter très très rapidement, et puis on va passer prendre ensemble un très bon café. Monsieur là-bas, dans sa première question, avait parlé de l'hydrogène bleu, j'avais oublié le nom, et elle avait les enjeux de la biodiversité marine et côtière et l'enjeu du contenu local. Je reprends l'hydrogène bleu, effectivement. La Mauritanie n'a pas encore pour le moment considéré le développement de l'hydrogène bleu, donc ce qui est, comme on appelé, le hydrogen, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'hydrogène bleu, sans entrer dans le détail, n'est pas propre, n'est pas un hydrogène propre. C'est un hydrogène issu des énergies fossiles, avec toute une technologie qui est le CCS. Donc, il n'est pas considéré. La Mauritanie, en tant que stratégie, ne le développe pas. Hein? Mais vous voyez, je me suis improvisé faux ministre. Alors voilà, ça n'a pas marché. Voilà. En train de faire une étude. Donc, en ce qui concerne la production de l'hydrogène bleu, la Mauritanie est en train de mener une étude stratégique, une feuille de route
sur la production des différents types d'hydrogène de toutes les couleurs, et en particulier celle dont le potentiel existe, à savoir l'hydrogène vert qu'on fera avec l'électrolyse de l'eau, ou l'hydrogène bleu qu'on fera à partir du gaz. Donc la stratégie de la Mauritanie contient bien la possibilité de faire de l'hydrogène bleu au moment voulu. Et pour le moment, on procède d'abord à la production de l'hydrogène vert. L'hydrogène bleu, la Mauritanie actuellement voudrait faire exporter son gaz sous forme de GNL. Mais elle ne s'interdit pas de faire plus tard de l'hydrogène bleu. Monsieur le directeur des hydrocarbures, merci, c'est le débat. Donc, Moustapha Béchir, je suis le directeur général des hydrocarbures. Je voulais juste donc, compléter un peu ce que Ismaël a clarifié donc, au niveau de l'hydrogène bleu. Bien évidemment, l'hydrogène bleu fait partie donc, de notre stratégie de transition énergétique. Il sera même probablement un élément de transition avant d'arriver à l'hydrogène vert. Et donc, comme nous avons des ressources gazières, nous avons une stratégie de décarbonisation du secteur, donc de minimisation de l'impact du carbone de manière générale. Et donc, le spectre, c'est de passer donc, du gris au bleu pour arriver au vert. Donc, certainement, l'hydrogène bleu sera dans cette stratégie. Après, c'est un projet comme d'autres, et donc il faut les justifier par rapport à d'autres. Donc, il y aura donc les études de faisabilité pour voir la pertinence et quelles sont en fait les options de monétisation du gaz qui seront prioritaires et qui auront le plus d'impact et qui seront le plus en ligne avec la stratégie, la vision que son Excellence a présentée tout à l'heure. Donc, juste pour clarifier, il y aura de la place pour du bleu. Merci. Merci beaucoup. Monsieur mon micro, s'il vous plaît. Nous vous remercions pour vos deux interventions. Et j'en profite même pour dire que heureusement que je me suis improvisé ministre. Ce qui a suscité quand même des interventions aussi larges. Merci beaucoup. Donc pour Madame là-bas, votre souci par rapport à la biodiversité marine et côtière, nous pouvons vous rassurer. Le gouvernement mauritanien, le ministère du pétrole, a engagé une évaluation environnementale stratégique et sociale qui est en cours, dont les experts sont ici présents devant vous. Et parmi les aspects sur lesquels cette étude va se focaliser, c'est tous les soucis liés à la biodiversité marine et côtière. Donc, soyez-en rassurés, nous nous en rassurons tous. Donc, je remercie tout le monde et je vous dis tout à l'heure autour d'un café. Je remercie M. Maître Brown, merci à M. Heinpiker, merci à Mme Harrison, Redford et merci à M. Abdelaya. Et merci à